Nous sommes dans le camp de réfugiés de Haïda, le camp numéro 1. Nous sommes en Cisjordanie, dans la ville de Bethléem. Nous voyons en serpent le mur de la colonisation, le mur de l'apartheid, avec derrière des terres palestiniennes. Et ici, une famille qui doit faire un grand détour pour revenir au village d'Haïda où elle habite, où vit une partie de sa famille, mais qui reste sur place pour cultiver les oliviers qui font l'objet d'attaques de la part de colons les périodes de récolte. Haïda est le camp de réfugiés qui, selon une étude américaine, a subi le plus de jets de bombes lacrymogènes au monde. Et donc on voit bien ce mur de séparation avec le Mirador. Ah oui, d'abord. Nous sommes jumelés avec la ville de Haïda. On a fait venir des enfants qui jouent aussi au foot. À Grigny, 15 enfants sont venus l'été dernier. C'était la première fois qu'ils sortaient. Voici Saïd, le président du comité populaire, le maire du camp de Haïda avec qui nous travaillons pour poursuivre le jumelage. Là, en fait, tout le long du mur, Haïda a un projet d'aménagement et ça fait partie des idées de mise en œuvre de notre jumelage concret que nous souhaitons faire. Ce terrain de football a été réalisé en fait pendant la période Covid. Les terrains appartiennent à une église orthodoxe qui habite juste à côté, qui sont loués au camp de réfugiés. Ils avaient tenté de faire le terrain de foot une première fois. L'armée israélienne, dans une incursion, a retiré tous les engins. Il y avait le Covid. Ils ont pris le risque de réaliser ce terrain de foot qui peut être en fait complètement détruit, mis à mal par l'armée israélienne. Et ils souhaitent tout le long de ce mur créer un terrain de foot, un terrain de basket, un jardin d'enfants, des serres agricoles. Mais ils ont essayé de faire un jardin d'enfants il y a quelques mois. L'armée israélienne est venue retirer les engins de chantier, prendre tous les engins de chantier et tous les matériaux alors qu'ils avaient commencé à réaliser ce jardin. Donc c'est des projets qu'on souhaite accompagner, mais qui restent à la merci du gouvernement israélien. Ça, c'est le mur de Bethléem. On n'est pas très loin en fait de l'hôtel de Banksy qui a créé un hôtel à Bethléem avec des chambres qui donnent sur le mur. Il voulait faire vivre aux touristes la réalité du mur. Là, nous sommes avec toujours au camp d'Haïda. Cette mère de famille a son fils qui est emprisonné depuis plus de 30 ans maintenant. Son mari est mort sans revoir son fils depuis 30 ans. Et cette femme nous a engueulé très gentiment mais très fermement parce que nous étions arrivés légèrement en avance et qu'elle n'avait pas eu le temps de préparer ni le café ni le thé pour nous accueillir. Là voilà, c'est la rencontre avec Munter. Munter, c'est un animateur d'un centre culturel d'Haïda qui est déjà venu 2 fois à Grigny, a été emprisonné, détention administrative, ça veut dire en fait c'est l'armée qui décide, il n'y a pas de justice ou un semblant de justice. C'est la 10e fois qu'il va en prison, c'est un militant des droits humains et un militant pacifiste. Et donc il a été libéré 1 semaine avant notre venue, un peu à la surprise générale puisqu'il aurait dû être libéré le 28 avril. Munter, là, il a perdu 25 kilos et il nous a décrit les conditions de sa détention. Il n'a jamais connu une détention aussi difficile, il n'a jamais été autant humilié en tant qu'homme. Il a eu vraiment peur, il a eu peur de témoigner. Et puis au bout d'1 semaine, il s'est mis à témoigner. Il a témoigné pendant près d'1 heure devant nous sur l'ensemble de ses sévices. Il y a eu une campagne en France et en Europe pour sa libération, puisque Munter, encore une fois, est soutenu par plein de réseaux internationaux. C'est une figure importante, mais sa 10e arrestation et emprisonnement ont été psychologiquement extrêmement difficiles. Donc on espère le revoir à Grigny pour poursuivre les projets et une force de vie qui est profondément admirable. Là, nous sommes en Cisjordanie, à Jérusalem-Est, qui fait partie de la Palestine, selon les accords de 67, mais qui est donc colonisée. Nous sommes là dans un tout petit camp, dans une école, à Nabi Samuel, qui est un lieu sur les hauteurs. Tous les lieux en hauteur en Cisjordanie sont en fait occupés par les colons. Et là, sur cette petite colline, il y a un lieu archéologique où le gouvernement israélien réinvente l'histoire et l'archéologie pour s'approprier les lieux et dire « nous sommes chez nous ». Et on a un petit peu parlé avec les enfants. Les villages sont organisés avec des comités de femmes, des comités de jeunes, le comité populaire. Voilà, une instabilité, des enfants qui ont certes accès à l'école, mais
avec la menace du jour au lendemain d'être évacués. Et ça depuis 1948 en fait. Vivre toujours sous l'occupation et sous la menace, c'est le quotidien des Palestiniennes et des Palestiniens. Là, nous sommes au consul de France à Jérusalem. Ce monsieur a perdu son fils lors de l'attaque du 7 octobre, de l'attaque du Hamas, l'attaque terroriste. Avant l'attaque du 7 octobre, c'est quelqu'un qui a fait toutes les grandes manifestations contre le gouvernement Netanyahou sur la réforme de la justice. Il a protégé des Bédouins palestiniens contre des colons israéliens pour que le droit des Bédouins de faire paître leurs chèvres sur leurs terres soit préservé. Là, c'est un ancien général de l'armée qui, lui aussi, campe avec lui. Ils sont devenus meilleurs amis depuis ce drame, depuis ces 4 derniers mois. Ça fait 4 mois qu'ils vivent dans la même tente, devant la Knesset, le Parlement israélien, pour exiger la démission du gouvernement Netanyahou, qui est pour eux le plus grand danger pour Israël. Ministère des prisonniers que nous avons rencontré, le ministère des prisonniers palestiniens. Énormément de Palestiniens, bien évidemment, en prison, encore plus depuis le 7. Marwan Barghouti, le Mandela palestinien, d'ailleurs on voit une petite image de Mandela derrière, et Fadwa, sa femme, qui organise une campagne internationale. J'ai mené des campagnes à Grigny pour la libération de Marwan Barghouti. 22 ans de détention dans les geôles israéliennes. On lui a remis, pour la petite histoire, une sérigraphie sur Manoukian qui a été panthéonisé. Une rencontre étonnante avec le Premier ministre palestinien qui est démissionnaire, mais qui assure les affaires courantes. Sur cette carte de Gaza, il nous fait la démonstration qu'Israël a le pouvoir d'ouvrir les 5 points d'entrée dans Gaza et qu'Israël refuse l'ouverture de ces points pour faire rentrer l'aide humanitaire. Actuellement, l'aide humanitaire rentre par le sud, par la porte de Rafah, qui n'est pas prévue pour faire rentrer l'aide humanitaire, des camions, des gros camions en série, etc. Il y a un autre point de contact pas très loin de Rafah, une porte ici, qui est ouverte de manière très rare par les Israéliens. Et en fait, il y a 4 autres points qui pourraient, du jour au lendemain, être complètement ouvertes pour acheminer l'aide humanitaire. Aujourd'hui, il n'y a aucun accès humanitaire dans le nord de Gaza. Donc ces gens-là sont en train de mourir de famine et d'épidémie. Mais il y a possibilité d'ouvrir demain les 5 points d'accès à partir d'Israël, qui sont aujourd'hui complètement bloqués. Là, c'est bien évidemment un moment important puisque c'est le recueillement devant la tombe de Yasser Arafat, qui, je le rappelle, a été hospitalisé en France avec Jacques Chirac qui avait pris la décision de l'hospitaliser avant de décéder sur sa terre. La France qui jouait encore un rôle extrêmement important pour la Palestine, ce point d'équilibre. Et donc voilà, le lieu de recueillement devant la tombe de Yasser Arafat, extrêmement émouvant. Dernière chose, sur ce symbole à l'entrée du camp d'Aïda. Nous sommes à Bethléem et cette porte montre l'entrée du camp d'Aïda. Elle est surmontée d'une énorme clé, qui est la plus grande clé des camps de réfugiés palestiniens en Cisjordanie. Cette clé, elle est le symbole du retour dans la maison de 48. Elle marque cette volonté de ce que l'on appelle le droit au retour, ce que les réfugiés palestiniens espèrent encore, génération à génération, qui est inscrit dans leur ADN historique et politique de revenir sur les terres dans lesquelles ils ont été chassés.